Alexandre Astier, je suis compositeur, musicien au départ, puis je suis auteur de pièces, puis je suis créateur d'une série qui s'appelle Camelot, qui a bien marché à la télévision, et que j'ai décidé de raconter en bande dessinée un peu plus tard que sa sortie. Voilà. Moi, je suis Steven Dupré et j'ai jamais fait autre chose que de la bande dessinée. Donc, à partir de 19 ans, j'ai devenu professionnel, dessinateur, scénariste de bande dessinée. Oui, même je dirais, je m'amuse un peu de plus en plus en fait, parce que déjà le principe de la série BD, c'est que les aventures sont autonomes et que normalement, quelqu'un qui n'a pas vu la série, il peut suivre les aventures, il peut découvrir les personnages. Alors, je pense que ça n'a pas la même saveur si on ne connaît pas les acteurs, mais ça reste possible. Et en fait, le boulot, je crois que c'est simple, je ne me suis jamais formulé ça complètement, mais je pense que les aventures qui lui arrivent sont hyper Heroic Fantasy. Elles sont même un peu. C'est même du lieu commun d'Heroic Fantasy. C'est tiré d'un Donjon Dragon ou d'un Warhammer. Parce que justement, la petite couche qu'il y a par-dessus, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Et ça, c'est ma mayonnaise à moi. Mais tout est fait pour. Enfin, ils devraient y arriver normalement. Ça devrait être une BD d'aventure avec des héros qui réussissent. Mais Steven et moi, on fabrique une bande dessinée qui est réaliste, avec un dessin réaliste, avec des personnages réalistes, avec des situations heroic fantasy entre guillemets classiques. L'antre du basilic, c'est vraiment le dungeon crawling pur, les couloirs, les monstres et les machins. Et puis quand on ouvre la BD, on se rend compte que ça ne marche pas. Mais normalement, quand on regarde la BD de loin, on doit voir un truc heroic fantasy pur. Ça a toujours, et pour la série c'est pareil, pour le film qui arrive c'est exactement pareil, c'est censé être sérieux. Donc mon boulot là-dessus c'est ça, c'est de faire des choses qui ont l'air premier degré, et puis quand on jette un œil dedans ou quand on lit des bulles, on se dit non, il y a un truc qui va pas. Mais, non, mais mon premier plaisir, c'est quand même de dire à Steven, bon bah là, il y a un monstre, point. Et après je dis plus rien. Et après, bah voilà. Et ça, c'est super parce que la bande dessinée, c'est pas l'audiovisuel, c'est pas le cinéma. C'est-à-dire que vous voulez un dragon, vous avez un croquis de dragon 48 heures après dans votre mail. Ça n'arrive pas au cinéma, ça. Au cinéma, vous avez des producteurs qui font la gueule parce qu'il y a des dragons et que ça coûte extrêmement cher, quoi. Bah, moi, après, je parle pour. Peut-être que Steven en a jusque-là, qu'il en a marre. Mais moi, personnellement, dans mon monde Camelot, la BD c'est hyper important. C'est très très important. Justement parce que déjà la BD c'est un support noble. Avoir une BD dans les mains, c'est un truc qui crédite ce besoin que j'ai dans la comédie de la faire sérieusement. La télé, c'est difficilement, on maîtrise un peu moins bien l'autopromo, les trucs, les bidules. Si jamais les gens ont envie de présenter ça comme une comédie légère, ils le font, et des fois, je suis pas d'accord. Et bon, mais la BD, une sortie BD, ça fait toujours, il y a toujours un vrai plaisir. Il y a vraiment une vraie brique à porter au mur de Camelot, un vrai truc sérieux, bien plein, qu'on met dans la bibliothèque à la suite des autres. Ça crédite la série, ça crédite le monde que je veux. Donc, moi, ce serait que de moi. J'arrêterai pas. Et d'ailleurs, le fait que ce soit des scénars un peu d'heroic fantasy type classique, c'est inépuisable. C'est comme écrire des scénars de Donjons Dragons. Il y a toujours des super aventures à faire, en l'air, sous l'eau, à l'intérieur, à l'extérieur, avec des monstres, sans monstres, des trucs un peu plus enquête, comme c'était le cas pour le coffre, oui, pour le troisième, qui était plus qui a fait ça, avec une intrigue, les choses qui sont plus basées sur des monstres, des choses qui mettent Perceval et Caradoc en héros. Je vois pas la limite je vois pas la limite des idées, quoi. Ce sera jamais le problème, en tout cas, la pénurie d'idées là-dessus. Quand il arrive une nouvelle planche de découpage d'Alexandre, je laisse tomber tout. Oui, Camelot, c'est la série prioritaire pour moi. C'est toujours un plaisir de... Ah, enfin, une nouvelle planche de Camelot. Il faut avoir beaucoup de patience, c'est tout. C'est ce que disent les autres, c'est vrai. Ouais. Donc, très simplement, il y a des choses qui n'intéressent pas beaucoup le public. Parce que là, spécifiquement, le petit trou qu'il y a entre le 7 et le 8,
il y a une petite question juridique, de droit, de licence, de récupération, de changement de maison mère. En fait, j'ai récupéré la licence Kaamelott beaucoup plus à ma charge, de manière beaucoup plus artisanale, mais ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. C'est pas très intéressant à raconter au public, c'est vraiment de la mayonnaise interne. Mais Kaamelott, c'est une grosse licence. Je suis bien obligé de l'admettre, c'est devenu une grosse licence. Et quand il y a une grosse licence, il y a beaucoup de monde dessus. Et il y en a qui servent à quelque chose, il y en a qui servent à rien, donc il faut faire le tri, il faut faire très attention parce que pour que ça reste artisanal, pour que ça reste ce que ça doit être. Normalement, Kaamelott, vous pouviez faire une série BD, balancer ça à des auteurs tiers qui font des planches à planches et qui font, vous l'avez vu à la télé, on le fait en BD. Okay, ça aurait dû être ça. Ça, j'avais pas voulu, et dès le début, j'ai dit, ok, bon, faisons une vraie BD. Déjà, je l'écris, et puis on prend un dessinateur qui fait de la BD pas au service d'un truc, qui a un dessin à lui. Steven, on ne peut pas trouver mieux, il ne connaissait pas Kaamelott, il n'est pas français. Donc c'était pas un mec qui avait envie de le faire, il a pris ça au premier degré, c'est ce que je voulais. Un mec qui a du talent et qui ne juge pas, qui ne préjuge pas Kaamelott, qui le fait pour ce que c'est. Et tout ça, en fait, ça prend plus de temps. Plus la licence est grosse, plus quand vous voulez la faire vraiment comme vous voulez, il faut se bagarrer, écarter des trucs, et puis après ça devient des histoires de sous, des machins, et c'est compliqué. Et ce petit tome 8, il renaît un peu dans un Kaamelott qui est très sain maintenant, très, très comme papa veut. L'humour dedans. Moi, j'ai rien compris. Non, je te l'expliquerai. Attends la version hollandaise, comme ça. Je crois que non, Steven, il a largement le niveau de pensée, puis j'ai les conneries qui sont dedans, mais il y a eu un truc qui m'a beaucoup plu une fois, je ne sais pas si tu t'en souviens. Il y avait un personnage qui disait arrêtez de m'emmerder ou je vous mets une quiche. Tu t'en souviens de ça? Ah oui, oui. Et je reçois le croquis, le mec il a une quiche dans les mains, une quiche Lorraine avec des lardons et tout. Et ben on a gardé. Parce que Steven il me dit ah mais pardon, non, c'est une expression en fait, quiche ça veut dire coup, machin. Et je savais pas. Et ben tu savais pas, ben on garde la quiche. Donc dans la BD, la quiche, en tout cas ce niveau d'humour de là. Je pense qu'en fait le serpent géant du lac de l'ombre, il se passe déjà. C'est un peu un parallèle avec le Loch Ness, donc il y a une ambiance plus écossaise, plus les villageois qui sont un peu qui sont dans la merde parce qu'il y a un monstre, parce qu'il y a tout ça, et puis ils sont que deux, c'est plus en huis clos. Là, c'est vraiment l'environnement, c'est le dungeon crawling, c'est tous les jeux de rôle, tous les jeux vidéo qui sont dans les tunnels où je tourne à droite, à gauche, je tape un truc, je ramasse une fiole, je ramasse un trésor, machin. L'environnement, c'est ça, avec l'équipe en plus qui est censée être comme une équipe de jeux vidéo, c'est-à-dire un qui tape, un qui fait les cartes, un qui fait les sorts magiques, typiquement, c'est ce monde-là. C'est un hommage à ce monde-là. Donc, très honnêtement, il n'y a qu'à faire que ça ne marche pas, en fait. C'est mettre en place des trucs et eux qui se paument dedans. Mais je veux dire, l'environnement est il est peut-être plus amusant, en fait, de base, parce que la situation est un peu un lieu commun de joueurs. C'est écrit, c'est en montage, et j'attends une date de préparation. Alors moi, ce que j'appelle la saga, je ne m'occupe pas tellement de télé ou pas télé, la bande dessinée est hors saga. C'est marqué sur toutes les premières pages, elle se passe pendant la saison 1, c'est-à-dire quand les choses sont en place. La BD ne fait jamais évoluer l'histoire de Kaamelott, elle se passe pendant la saison 1 et 2, et en fait, c'est le moment où les chevaliers se distinguent par des quêtes personnelles. Ils exploitent cette table ronde et tout ce qu'ils doivent faire et toute cette chevalerie qu'ils doivent encourager. Voilà. Mais la saga, ce que j'appelle la saga, c'est la poursuite de l'histoire, qui a une continuité et une fin. Et le film, c'est très, très clairement la suite de la dernière saison télé. Ça se place à la fin de la saison 6, ça se passe même après une ellipse qui a lieu à la fin de la saison 6, c'est-à-dire qu'on les a laissés à peu près le temps où j'ai vraiment laissé le public. C'est en gros une petite dizaine d'années après. Bac. Non, sans... Pour comprendre ce qui s'y passe, surtout. Ouais, avec Bac, oui, clairement. Bah, c'est peut-être con, mais ma femme. Voilà,
Bon, c'était Bach ou ma femme, effectivement. Mais, ouais, non mais... Très juste.